Ce que j'ai fait part au premier ministre, c'est de l'état de la situation dans les différentes provinces et de l'impact de l'absence, de l'omission de nommer des juges dans un temps raisonnable. C'est ça que je lui ai dit, pour qu'il réalise qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que là, ça avait un impact sur, et potentiellement sur la démocratie. Parce que si ça amène, par exemple, des arrêts de procédure dans les dossiers de violence, par exemple, l'agression sexuelle, la violence conjugale, les meurtres, bien, les gens risquent de perdre confiance dans le système de justice. Alors, il faut éviter ça. Alors, il faut éviter que la justice perde la confiance du public. Le juge en chef de la Cour suprême est en point de presse ce matin, un rendez-vous annuel depuis qu'il est juge en chef pour faire le bilan des travaux de la Cour. Et cette conférence de presse est faite, c'est une coïncidence, le lendemain de la démission du juge Russell Brown, suivant des allégations pour lesquelles, évidemment, il n'y a jamais eu d'accusation, mais en pleine enquête du Conseil de la magistrature, le juge a choisi de partir, de prendre sa retraite, et ça met fin automatiquement à cette enquête. Donc, beaucoup de sujets à aborder avec le juge en chef de la Cour suprême, le juge Wagner. Bonsoir, bienvenue à notre émission. Si vous permettez, on va revenir au bilan dans un... C'est un extrait très important qu'on a entendu de vous quand vous prenez la peine d'écrire au premier ministre et de dire que c'est insoutenable la situation actuelle. Mais parlons quand même de la démission du juge Brown hier, en pleine enquête. Il a choisi de partir, entre autres, parce que le système que vous-même vous critiquez depuis des années quant à la procédure de discipline des juges, un processus trop cher, trop coûteux, c'est presque scandaleux au fond pour vous que ce processus actuel, que vous voulez changer, mais ça traîne au Parlement, dites-vous. Oui, bien en fait, j'aimerais simplement préciser qu'évidemment, dans le processus disciplinaire des juges, moi, comme juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature, je ne suis pas impliqué. Alors, vous êtes retiré. Jamais, dans tous les dossiers d'ailleurs, okay. que ce soit le dossier du juge Brown ou n'importe quel autre dossier, okay. Je ne suis jamais impliqué dans le déroulement du processus disciplinaire. Cela dit, vous avez effectivement raison, ça fait des années que je plaide pour des modifications à la loi sur les juges, pour rationaliser le processus disciplinaire des juges, qui était beaucoup trop coûteux, beaucoup trop long, les délais, et qui a entraîné des conséquences indésirables. Alors, il y a eu le dossier, Giroir, entre autres, qui a duré des années. Ça a pris des années. À l'esprit, le juge Ruffo, qui est une juge provinciale, ça a pris des millions. Ouais. Puis au moment d'être destituée par le Conseil de la magistrature du Québec, elle a démissionné juste avant. C'est exactement ce qui est arrivé avec Giroir. Ça a coûté des millions pendant des années, avec des procédures d'appel, etc. Et c'est vraiment pas bon, ça, pour la crédibilité du système. Vis-à-vis du public, c'est pas bon non plus pour les juges, qui sont de bonne foi aussi, puis qui ont besoin d'avoir une décision rapidement. Alors, donc, j'ai demandé ces modifications-là. J'étais quand même heureux que le gouvernement ait amorcé les modifications en 2021, un premier projet de loi, S5, qui a passé par le Sénat, finalement qui est mort au feuilleton. C'est devenu S3 un petit peu plus tard, qui, lui, est devenu C9 par la suite parce qu'il est repassé par la Chambre des communes. Le projet a été adopté, le projet de loi modifiant le processus et la loi sur les juges a été adopté par la Chambre des communes. C'est monté au Sénat. Le Sénat a fait des modifications, et donc c'est retourné maintenant à la Chambre des communes, et c'est encore là. Oui, parce que je pense que le ministre de la Justice n'aime pas les amendements du Sénat. Ça va finir comment, cette histoire-là? Je suis d'accord avec ce qu'il disait, le ministre de la Justice. Il est très conscient de nos besoins et du dossier. Alors, on espère que la loi soit finalement adoptée. Alors, très concrètement, la procédure à l'encontre du juge Brown, c'était tout à huis clos, ça. Il n'y avait pas de transparence comme telle, bien que les journaux ont beaucoup couvert les allégations. Il risquait, semble-t-il, une audience peut-être publique. Expliquez-nous, dans le fond, qu'est-ce qui serait différent là, avec votre projet? Là? Qu'est-ce qui arriverait si un juge, une telle situation survenait? Est-ce qu'il pourrait démissionner en pleine enquête et dire « on ferme le dossier, je pars à ma retraite ». Une retraite de juge sur plusieurs années, c'est beaucoup de sous. Oui, évidemment, je ne vais pas parler du dossier du juge Brown comme tel. Là. Il a décidé de démissionner, ça met fin au dossier. Moi, j'ai été informé hier, à 2 heures de l'après-midi, par une lettre du Conseil canadien de la magistrature qui m'indiquait que le dossier était maintenant clos et qui me donnait une copie de la lettre de démission du juge Brown, que je n'avais même pas encore reçue. Alors là, j'ai pris acte de ça et on va regarder... Il invoque l'intérêt de la Cour parce qu'un poste vacant à la Cour, vous avez une session d'automne, vous demandez au premier ministre de nommer la remplaçante ou le remplaçant rapidement. Le ministre Lametti a dit aujourd'hui que c'était un poste bilingue, c'est ce que vous aimez aussi, mais dans l'Ouest canadien,
une personnalité bilingue, peut-être issue de la diversité. C'est tout un défi, ça, d'ici l'automne. Oui. Alors, on espère que ça va se faire. J'ai toutes les raisons de croire que ça va se faire. Alors, c'est le choix du premier ministre, le profil, l'origine du juge. En ce qui me concerne, je pense que là-dessus, il s'entend avec moi, que ça doit être quelqu'un qui puisse s'exprimer dans les deux langues officielles. Et ça veut dire parler, écrire, échanger dans les deux langues officielles. Mais à part ça, il lui appartient de décider de l'identité du ou de la juge. En fait, dernier mot sur l'affaire Brown, au fond, c'est qu'il a beau plaider son innocence à travers la voix de ses avocats sur la place publique. Là, comme il n'y a pas eu de transparence, comme vous l'auriez souhaité pour l'éventuelle cause, dans l'opinion publique, c'est le tribunal de l'opinion publique qui va le juger, là. Bien, disons que tous les faits de cette histoire-là sont pas mal dans le domaine public, là. Et donc, je constate qu'il a maintenant démissionné. Alors, ça met fin au dossier. Alors, merci d'avoir répondu à cette question-là. Il reste que le remplacement d'un juge à la Cour suprême, c'est un défi. Mais vous avez souligné à maintes reprises, encore ce matin, qu'il y avait 80 postes vacants des tribunaux supérieurs de juridiction fédérale, donc Cour supérieure et les cours d'appel, vacants au pays, avec toutes les conséquences, puisque on doit respecter votre arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Jordan, qui limite à 30 mois les causes criminelles. Puis Dieu sait que les causes criminelles sont omniprésentes devant les tribunaux. Tout à fait. Alors, je ne veux pas être alarmiste, je pense que ça ne sert à rien de l'être, là, mais suite à une réunion du Conseil canadien de la magistrature au mois d'avril, les 42 juges en chef autour de la table m'ont transmis le même message. Dans leurs provinces respectives, il y a des postes qui sont vacants depuis des mois. Et ça cause d'énormes problèmes parce que, évidemment, il n'y a pas assez de juges pour entendre toutes les causes. Il y a des pressions de toutes sortes en matière criminelle pour respecter les délais Jordan. 30 mois pour les causes. 30 mois pour les causes en Cour supérieure. Et donc, les juges se retrouvent, d'une part, à faire des choix, décider quel dossier va passer avant les autres, ce qui ne devrait pas exister. Et les dossiers en matière civile également écopent parce qu'eux vont être reportés pour faire de la place aux dossiers criminels. C'est sans parler de toute la question du stress additionnel qui sont causés aux juges à cause du fardeau additionnel qui sont sur les épaules des autres qui restent. Vous avez parlé de triage ce matin. Triage. Comme vous avez fait la comparaison avec les hôpitaux. Évidemment, quand quelqu'un manque de mourir puis manque d'air, il va passer rapidement. Mais comment demander aux juges de décider quelle cause est la plus importante? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça, vous l'avez dit. Et dans la lettre envoyée au premier ministre le 3 mai, vous dites « La situation actuelle est intenable et je crains qu'elle ne résulte en une crise pour notre système de justice qui fait déjà face à de multiples défis. L'accès à la justice, la santé de nos institutions démocratiques sont en péril. » Et puis, vous parlez de l'inertie du gouvernement quant aux postes vacants. Écoutez, il y a des milliers d'avocats qui rêvent d'être juges. Juste pour la pension, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, c'est la meilleure... d'autres raisons, non, mais c'est la meilleure pension au monde, là, quand on est juge pendant des années. Remarquez, vraiment avec respect, je le dis quand même, mais comment ça se fait? Écoutez, pourquoi? Au Québec, ici, là, en Cour supérieure, le juge en chef adjoint n'a pas encore été nommé. Et depuis le décès de l'honorable Eva Petras, malheureusement, le 22 mars 2022. Alors, on n'a pas de juge en chef adjoint dans un des districts les plus occupés au Canada. Alors, la raison, je ne le sais pas. J'ai pris sur moi de donner suite aux doléances de mes collègues juges en chef de tout le pays. Et on a convenu que je devais écrire finalement au premier ministre notre dernière chance ultime de provoquer des améliorations, des changements. Je l'ai fait. Ça se voulait être une lettre privée. C'est devenu... ça a été finalement publié éventuellement, pas par moi, mais il y a quelqu'un qui a pris connaissance de cette lettre-là, puis je suis prêt à répondre du contenu. C'était l'objectif d'alerter le premier ministre en disant, écoutez, là, c'est sérieux ce qui se passe, et s'il vous plaît, prendre les mesures adéquates pour remédier à la situation. C'est pas la seule cause des délais dans le domaine de la justice. Il y a un financement inadéquat de la part des provinces également, mais au moins on peut régler une partie du problème en nommant les juges lorsque les postes sont vacants. Ça réglerait au moins 80 postes. Parce qu'au Québec, on invoque les tribunaux qui sont de la responsabilité québécoise. On invoque aussi la pénurie de greffiers et d'autres personnels. Et ça crée même des tensions entre la juge en chef du Québec, Mme Rondeau, et le Conseil de la magistrature, et le ministre de la Justice. Alors, les relations avec les gouvernements, c'est délicat pour vous, les juges? Ça a toujours été délicat. Faire attention à
et respecter la séparation des pouvoirs, mais il reste quand même qu'on fonctionne tous dans un même but, hein? C'est d'assurer l'accès à la justice. Alors, tout le monde doit contribuer. Vous avez dit ce matin, je prends l'exemple de l'Alberta, parce que vous avez aussi dit que ces postes vacants-là ont des effets dangereux pour le ministère de la Justice, pour le système, la crédibilité de la justice. Je vous cite ce matin, vous avez dit, en Alberta, à titre d'exemple, 22 des affaires criminelles avaient déjà dépassé Jordan. Oui. Donc, Jordan, ça veut dire l'arrêt. Il faut mettre quelqu'un qui se défend peut demander l'arrêt. Théoriquement, Oui, théoriquement. 91 de ces 22 portent sur des crimes violents. Puis il en va vraiment de la crédibilité de la justice et de la sécurité du public. Tout à fait. Alors, sans être alarmiste, il faut quand même être conscient là, qu'il y a un problème sérieux et qui peut être résolu, Oui. À court terme. Mais est-ce qu'on Alors, vous a répondu? Oui, il m'a appelé. Oh. Le premier ministre m'a appelé suite à l'envoi de ma lettre. Et c'est ce qui me rend optimiste dans les circonstances. Il a trouvé, évidemment, le propos sérieux, assez pour prendre le téléphone et m'appeler, et me dire qu'effectivement, il allait déployer les efforts nécessaires pour, d'une part, nommer les meilleurs candidats possibles et s'assurer également que ces nominations se fassent dans un délai raisonnable. Alors, on va voir maintenant. Mais moi, je donne la chance aux coureurs toujours. Et si le premier ministre prend la peine de m'appeler et de me faire ces représentations-là, bien, je les prends. Parce que le fameux arrêt de Jordan, on s'en est déjà parlé dans l'entrevue, vous aviez... votre décision à la Cour était minoritaire, Oui. vous étiez contre, mais vous avez changé d'idée. Pourquoi l'arrêt de Jordan, qui fixe à 30 mois, est-il, dans le fond, important pour la crédibilité du système de justice? Alors, juste pour vous dire, dans l'arrêt de Jordan, c'était une décision de la Cour suprême 5-4. J'étais dans les 4 avec l'ancien juge en chef. Et je trouvais que le prix à payer était assez sévère pour déposer une telle décision. Maintenant, je me suis rallié. C'est le droit maintenant. Ouais. Donc, il faut se rallier en vertu du principe des précédents. Et j'ai réalisé que dans les faits, ça a apporté beaucoup de choses positives. Beaucoup de pression, en tout cas, sur... Beaucoup de pression sur tous les acteurs du domaine. Les gouvernements ont réalisé qu'il fallait qu'ils investissent, pas seulement dans des palais de justice, mais dans la technologie. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est la raison pour laquelle Jordan était important. Maintenant, on ne peut pas mentionner que les problèmes sont à cause de Jordan. Je pense que la société, on mérite, comme société, d'avoir un système de justice qui puisse effectivement s'accommoder de Jordan. En d'autres mots, un individu a le droit d'avoir son procès criminel à l'intérieur de 30 mois. Et comment expliquer, puis je regardais vos chiffres également, que c'est une grande majorité des causes sont de matière criminelle à la Cour suprême? Est-ce à cause de la Charte? Et comment expliquer que c'est la majorité des causes, selon vous? Ça a toujours été une tendance dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers en matière criminelle à cause de la Charte des droits. Mais il y a des appels de plein droit, ce qu'on appelle également, en matière criminelle seulement. C'est lorsqu'il y a une dissidence au niveau de la cour d'appel dans les différentes provinces. Automatiquement, il y a un droit d'appel. Pourquoi? Parce que c'est la liberté des individus qui est en cause? Oui, c'est des décisions qui ont des impacts sérieux sur la vie des gens. Oui. Ouais. En même temps, dans votre allocution ce matin, vous faites allusion à vos rencontres avec vos homologues à l'échelle internationale. Puis j'ose vous poser la question, quand vous rencontrez vos homologues américains, de quoi parlez-vous? Parlez-vous d'indépendance judiciaire? C'est une cause que vous défendez beaucoup. C'est très d'actualité. Des principes d'éthique, peut-être? Pardon? Des principes d'éthique, oui, mais c'est très d'actualité. Puis je sais que vous avez une obligation de réserve, un devoir de réserve, mais j'ose la question quand même. Alors, de quoi on va parler? Bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais nos collègues américains viennent au Canada en septembre prochain. Non, je ne savais pas. Alors, je vous l'annonce. Alors, il y a une tradition, comme vous le savez, là. Avec différentes cours suprêmes dans le monde, on a des échanges à intervalles plus ou moins réguliers. Là, c'est le tour des Américains à venir nous voir, puis ils veulent venir à Montréal en plus. Oh. Alors, ma province natale, alors j'ai dit oui. Il y a le juge Roberts, la juge Kagan et le juge Breyer. Et on va les rencontrer. Je n'ai pas encore identifié les sujets. Mais c'est pas Kavanaugh, Gorsuch et... Ils ne m'ont pas annoncé leur venue. Non, ce n'est pas les plus conservateurs. En fait, ça m'amène à vous poser la question de... la Cour suprême du Canada, est-ce qu'elle doit, dans ses décisions, refléter l'opinion publique majoritaire ou c'est pas pertinent? La Cour suprême, dans ses décisions, décide selon les faits et le droit applicable.
point à la ligne. Parce qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. La Cour suprême, actuellement, prend des décisions, notamment sur l'avortement, alors que 75 de la population est favorable à l'avortement. Puis c'est très politisé là-bas. Mais on ne rend pas les décisions, vous savez, Mme Dussault, pour être populaire. C'est pas notre objectif. Puis c'est pas comme ça qu'on devrait agir non plus. Mais ça fait avancer la société. Il y a eu, dans l'affaire Morgan-Thaler... Absolument. Dans l'aide médicale à mourir? Dans l'aide médicale à mourir, dans le mariage entre personnes de même sexe. On a eu des décisions, ce que j'appellerais des décisions progressistes. Historiques aussi? Historiques, qui, je pense, a bien servi la société. Mais c'est au Canada, ça, avec notre système, avec nos mœurs, avec notre manière de décider également, avec notre Charte des droits, que d'autres pays n'ont pas. Alors, il faut appliquer les dispositions de la Charte et on a une jurisprudence qui se bâtit au fur et à mesure des décisions. Alors, moi, je suis très, très, très heureux d'être au Canada, non pas être ailleurs. C'est une réponse. Je le comprends très bien. Est-ce que le choix d'un prochain juge de la Cour suprême, je fais la boucle avec le début, doit tenir compte d'un profil... j'ose pas dire, je le dis idéologique, c'est-à-dire qu'on définissait le juge Brown comme quelqu'un d'assez conservateur. Il avait été nommé par le gouvernement Harper. On reproche ici au ministre Barrett à Québec d'avoir nommé un ami comme juge. Alors, quelle garantie on a que le juge qui va être nommé ou la juge, ce ne sera pas parce que c'est un ami ou c'est pas parce qu'il y a un profil idéologique? Moi, je ne suis pas d'accord du tout à qualifier les juges selon leurs tendances politiques ou philosophiques. Les juges, c'est des juges de la Cour suprême, d'où qu'ils viennent. Quand vient le temps de décider un dossier, là, au Canada en tout cas, on décide sur les faits et sur le droit. Et j'y crois sincèrement. Vous avez des juges, là, moi y compris, qui ont été nommés au courant de leur carrière par différents partis politiques de différentes tendances. Mais quand vient le temps de décider, c'est selon les faits et le droit. Et j'y crois. Et je pense que ça fait une distinction, ça, la société ici, du Québec, du Canada, par rapport à d'autres pays. Mais il faut continuer à travailler pour ça. Est-ce pour ça que, dans le fond, vous nous dites ce matin dans votre bilan qu'il y a beaucoup de décisions unanimes à la Cour suprême? Ici au Canada? Oui. Ça dépend des années. Ça dépend des années. C'est la moitié depuis 2023, là. Oui, bien, ça peut être bon. Il y en a qui disent si on est trop unanime, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de débat intellectuel. D'autres, quand il y a trop de dissidence, bien, ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Alors, on ne sort jamais gagnant avec ce genre de théorie-là. Je pense que, tout dépendant des dossiers, chaque juge donne son opinion. Puis on est neuf, on provient de provinces différentes, de cultures différentes, de vécus différentes, de langues différentes. Il est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord sur la même interprétation d'une disposition de la loi. Moi, je trouve ça réconfortant. Si on était tous d'accord tout le temps sur toutes les décisions, bien, on serait en Chine ou en Russie. De toute évidence, c'est pas question d'aller là. On ne veut pas aller là. Sur ce terrain-là, non. On ne veut pas aller là. Très bien. Est-ce que je peux aborder une question vraiment plus personnelle, parce que je pense que c'est pas d'ordre public, mais c'est d'intérêt public, les gens savent. Est-ce que votre profil juridique et votre passion pour la justice, les valeurs que vous défendez, vient du fait que vous avez eu un père ministre de la Justice? Ah bien, ça a sûrement eu une influence, comme tous les enfants. Quand vous étiez petit, vous voulez devenir avocat? Oui. Puis je l'accompagnais souvent au Palais de justice, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, à l'immeuble Cormier, ici à Montréal, à la Cour d'appel maintenant. Mais j'ai vu, à travers son parcours, quelqu'un qui s'est consacré au devoir public. Puis ça m'a toujours impressionné. Oui. Alors là-dessus, bien, merci de votre confiance. Vous plaidez pour la transparence et l'ouverture. Bien, merci de l'avoir mise en pratique ce soir. Merci, madame. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.